L'Inde perd la course à l'IA. C'est ce que les médias répètent depuis 18 mois. Et c'est ce qui pousse les investisseurs étrangers à vendre des actions indiennes à un rythme record. La conséquence directe, c'est que votre ETF Monde répercute cette croyance sans broncher. Sauf que, comme d'habitude, les médias se trompent. Pendant que tout le monde regardait Nvidia, Taïwan et la Corée du Sud, une autre Inde, industrielle, ennuyeuse, capture déjà une part décisive de la rente de l'IA. Et certaines entreprises indiennes ont déjà fait plus de 90% de croissance sur les 12 derniers mois. Pendant la même période, l'indice de référence indien, lui, perd 8%. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi les médias se trompent, quels secteurs indiens capturent réellement de la rente, celle de l'IA en particulier, et surtout ce que ça change concrètement pour les ETF que vous détenez déjà ou envisagez d'acheter. Et avant d'entrer dans le détail, une précision, tous les chiffres et les indicateurs que je vais utiliser aujourd'hui sont tirés de Valoramap, l'outil que j'ai développé et qui me permet d'identifier les meilleures opportunités dans les marchés en croissance, dont l'Inde fait partie. À la fin de cette vidéo, je vous montre concrètement sur une société précise comment Valoramap fait pour identifier une société. Le lien vers Valoramap est en description. Vous avez accès à toutes les fonctions pendant une semaine pour l'équivalent de 9 francs suisses. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici le chiffre qui dérange. Sur les 12 derniers mois, certaines valeurs industrielles indiennes ont grimpé de plus de 90%. Pendant la même période, l'indice de référence indien, le Nifty 50, équivalent du CAC 40 pour la France, a baissé de plus de 8%. Cet écart raconte quelque chose d'important. Quand les capitaux étrangers vendent un marché en bloc et que pourtant certaines actions doublent en valeur, c'est qu'une rotation est en cours sous la surface. Une thèse minoritaire s'installe. Pendant que la thèse majoritaire, l'Inde est en retard sur l'IA, fait fuir le capital généraliste. Et les vrais gagnants ne sont ni des éditeurs de logiciels, ni des fabricants de puces, ni des plateformes cloud. Ce sont les fournisseurs ennuyeux, des centres de données, des équipements électriques, transformateurs, câbles, fibres, des data centers, ces hangars climatisés où l'intelligence artificielle tourne physiquement. L'argent ne va pas où la lumière brille, il va où la facture d'électricité se paye. Première erreur du débutant, croire que l'IA vit dans le cloud. L'IA vit dans des bâtiments qui consomment des quantités énormes d'électricité, qui ont besoin de refroidissement industriel, de cuivre, de fibres optiques, d'onduleurs et de groupes électrogènes de secours. Chaque requête ChatGPT, chaque entraînement de modèle, chaque réponse d'un assistant IA tourne sur des serveurs hébergés quelque part dans le monde. Et ces serveurs ont besoin d'électricité avant d'avoir besoin de puces. Selon PL Capital, les systèmes électriques représentent 40 à 45% du coût total de construction d'un data center. Sur chaque dollar investi, 40 à 45 cents partent donc dans ces transformateurs, dans des câbles, des disjoncteurs et des systèmes de refroidissement. Pas dans les processeurs Nvidia. C'est ce poste-là, celui de l'infrastructure que l'Inde capture massivement. Les chiffres maintenant. La capacité actuelle des centres de données en Inde tourne aux alentours de 1,2 gigawatts. Pour situer, un gigawatt correspond à peu près à la consommation électrique d'une ville française moyenne. Care Edge Ratings, une agence de notation indienne, projette une multiplication par 4 d'ici 2030. On passerait donc à 4 gigawatts. L'investissement nécessaire pour y arriver dépasse 1500 milliards de roupies, soit environ 16 milliards de dollars américains. C'est ce que les analystes appellent le CAPEX, pour Capital Expenditure. En français, les dépenses d'investissement en capital. Et c'est le scénario conservateur dont on parle ici. Le scénario alternatif, basé sur un rapport Morgan Stanley, table sur 10,7 gigawatts d'ici 2031, près de 6 fois la capacité actuelle. La question qu'on peut se poser, et elle est légitime, c'est pourquoi Google, Microsoft, Amazon Web Services construisent-ils en Inde plutôt qu'aux États-Unis ou en Europe? Eh ben, c'est pour une raison très simple, le coût. Construire un data center en Inde coûte 20 à 30% moins cher que la moyenne mondiale. Le foncier est moins cher. L'électricité industrielle est plus compétitive. Et la main-d'œuvre qualifiée, les ingénieurs, les techniciens, est nettement moins chère. Donc, l'Inde s'intègre à la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'IA, alors pas au sommet de la pyramide, là où on conçoit les puces et les modèles, mais à la base.
À la base où les économies d'échelle sont les plus difficiles à répliquer et où les cycles d'investissement sont les plus longs. Alors c'est moins glamour, c'est moins viral sur les réseaux et c'est probablement plus rentable. Une expression à connaître si vous investissez sur les cycles technologiques, c'est pelles et pioches, picks and shovels en anglais. Et c'est une référence à la ruée vers l'or californienne du 19e siècle. Les chercheurs d'or se sont massivement appauvris, mais ce sont les vendeurs de pelles et pioches et de jeans Levi's qui ont fait fortune. La leçon de la ruée vers l'or, elle vaut pour 2026. Parier sur l'infrastructure, pas sur la star du moment. Et les pelles et pioches, ce n'est pas une thèse que je découvre cette semaine. C'est exactement la logique que j'applique avec mes clients dans la solution 10x10, le portefeuille que je gère et dont je partage les résultats chaque mois en DCA. DCA veut dire Dollar Cost Averaging. C'est l'investissement par tranche régulière plutôt qu'en une seule fois. Quelques chiffres pour situer. Depuis le démarrage le 26 août 2024, soit 21 mois d'historique, de track record actuellement, le portefeuille 10x10 standard, il a un rendement de plus 27,43% et un profil offensif, celui que je suis personnellement, plus 37,08%. À titre de comparaison, sur la même période, le MSCI World est à plus 20,36% et le S&P 500 à plus 18,44. Donc on est plus 37 ou plus 18. Faites votre choix. Sur les performances passées, le disclaimer habituel s'applique. Elle ne préjuge pas des performances futures et 21 mois ne constitue pas un cycle de marché complet. Les marchés ont été porteurs sur cette période. Alors, on peut en parler, hein. Il y a eu la crise des tarifs, bref. Mais c'est une donnée à intégrer, pas une garantie pour la suite, les chiffres que je vous annonce. Et voici le détail qui nous intéresse aujourd'hui. À l'intérieur du portefeuille de la solution 10x10, j'ai plusieurs satellites, plusieurs sous-stratégies thématiques. Et le top sur la période, c'est les semi-conducteurs qui font plus 69,13%. L'IA, l'intelligence artificielle, plus 64,34%. Le nucléaire, plus 57,99%. Et c'est le point que je défends là. La stratégie numéro 6, baptisée pelles et pioches de l'IA, c'est exactement la traduction opérationnelle de ce dont je vous parle depuis quelques minutes. Cette stratégie vient d'atteindre sa cible 2 le 7 mai 2026. À cette occasion, comme on l'avait prévu à la création de la stratégie, j'ai vendu 50% des positions actuelles, ce qui porte à 66% le total déjà vendu sur la position initiale. Le gain réalisé, il est de plus 50,94%. Et je parle d'un gain réalisé, pas d'un gain potentiel sur une ligne qui continue d'être à risque. La discipline de sortie par palier, donc, c'est de ne pas attendre d'atteindre la Lune. Concrètement, ça veut dire ceci. La thèse pelles et pioches de l'IA, j'y crois suffisamment pour y investir avec mon propre argent. Et ce qui change aujourd'hui, c'est qu'à mesure que les leaders américains, européens et taïwanais voient leur valorisation devenir tendue, on cherche le prochain étage de la fusée croissance. Et ce prochain étage, il pourrait se trouver en Inde. On ne réinvente pas la thèse d'investissement. On la déplace là où le prix n'a pas encore suivi. Et c'est là le point que la plupart des analystes sont en train de manquer. Le moteur de croissance immédiat des entreprises indiennes de l'électricité, ce n'est pas l'Inde elle-même, c'est le cycle mondial d'investissement dans les data centers. La société TD Power Systems, basée au Karnataka, un état du sud de l'Inde, a annoncé une croissance des commandes export de 76% sur l'exercice déjà clos en mars 2025. Côté indien, les commandes augmentent progressivement, mais les analystes attendent une vraie accélération seulement à partir de l'exercice 2028. Donc ces entreprises ont déjà un moteur global qui tourne et un deuxième moteur domestique, local, qui se prépare pour la fin de la décennie. Deux étages de la même fusée. Le premier est déjà bien enclenché et le second est encore froid. Il y a une différence essentielle avec Taïwan ou la Corée du Sud. Là-bas, l'exposition à l'IA passe par des méga capitalisations comme TSMC ou Samsung qui dominent les indices globaux. En Inde, c'est différent. Le pari data centers se joue sur les moyennes capitalisations, les mid-caps, des capitalisations très peu représentées dans les indices mondiaux. Vous voyez où je veux en venir. Vos ETF monde, vos ETF S&P 500, vos ETF émergents capturent essentiellement les méga caps,
les flux passifs qui vont mécaniquement vers les plus grosses pondérations. Hitachi Energy India, TD Power Systems, Sterlite et surtout les vraies pépites mid-caps dont je vais vous parler dans une minute qui restent ignorées des fonds indiciels. Et ce n'est pas par incompétence du gérant, c'est par construction mathématique de l'indice lui-même. Votre exposition à l'Inde dans votre portefeuille, vous savez précisément ce qu'elle représente en pourcentage? Et surtout, savez-vous quelles entreprises sont sous-jacentes? Si la réponse est non, c'est normal. Et c'est exactement le problème qu'on traite ici. Je veux être honnête avec vous parce que je vois toujours les mêmes commentaires sous les vidéos qui annoncent des thèses contrariennes. Ok, mais quel est le risque? Le risque principal s'appelle valorisation. PL Capital, des analystes basés à Mumbai, décrivent les valorisations actuelles comme préoccupantes. Beaucoup de ces fournisseurs cotés en Inde se traitent avec une prime de 20 à 30% par rapport à leur maison mère globale. Hitachi Energy India se paye plus cher que Hitachi Energy Japon pour la même activité opérationnelle. Cette prime peut se justifier par la croissance attendue, mais elle peut aussi se dégonfler brutalement. Et c'est exactement pour cette raison qu'on a besoin d'un filtre quantitatif sur ces dossiers, pas pour acheter les noms qui ont déjà fait plus 90%, mais pour identifier ceux qui font les mêmes scores de qualité, la même exposition au cycle et dont la valorisation n'a pas encore décollé. Voilà pourquoi nous avons construit Valoramap. 3 modèles académiques tournent en continu pour observer 6 marchés en croissance qu'on suit précisément. L'Inde, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Pologne, les Philippines, le Vietnam. Aujourd'hui, je vous montre concrètement ce que ça donne sur l'Inde. On va sélectionner donc le pays, on va choisir l'exposition, donc le secteur industriel. L'outil sort une liste courte et on voit qu'en 5e position, avec un score composite de 78%, on trouve HPL, Electric and Power Limited. Alors pourquoi HPL ressort plutôt que les autres dossiers de la liste qui sont majoritairement du BTP lourd, de l'infrastructure routière ou de la logistique? Parce que je l'ai sélectionné. HPL est positionné sur le bon segment industriel, appareillage électrique, switchgears et disjoncteurs. Donc c'est indispensable pour gérer l'alimentation, protéger les circuits et distribuer la basse tension dans les data centers. Maintenant, ouvrons le détail Valoramap de la société. On a le premier modèle, l'Altman Z double prime score, réservé aux pays dits émergents ou à forte croissance. Le score 6,88 est en zone sûre. L'Altman Z double prime est un score de solvabilité, donc le fait qu'ils aient les moyens financiers, conçu pour les marchés émergents par Edward Altman en 1995. Au-dessus de 2,6, on est dans une zone comptable dite saine. Et là, avec cette société HPL, on est à 6,88. La santé financière paraît solide, avec une faible probabilité de faillite à 2 ans, selon les données historiques. Deuxième modèle, le Piotrowski F-Score. Et là, on a un score de 7 sur 9, dit solide. Le Piotrowski note la qualité fondamentale d'une entreprise sur 9 signaux. Rentabilité, structure financière, efficacité opérationnelle. HPL en valide 7 sur 9. C'est une société qui s'améliore sur la quasi-totalité des fronts. Troisième modèle, le Benay Shame Score. Donc il a moins 2,66. Donc il est peu probable que la société manipule ses comptes. Mais voici le contraste qui m'intéresse et qui est au cœur du dossier. Les leaders du secteur, Hitachi Energy India, TD Power, Sterlite, HFCL, ont déjà fait 90% et même 400% de hausse sur la période. Leur valorisation est aujourd'hui tendue. HPL, sur la même période de 2 ans, a fait moins 10,95%. Donc on a un cours en baisse alors que les scores fondamentaux sont solides. Et l'exposition au data center est claire. C'est exactement le profil de dossier que ce type de filtre est conçu pour faire remonter. La même rente à un prix pas encore intégré par le marché. Et il y a 2 catalyseurs, donc 2 accélérateurs de hausse potentielle identifiés sur la page de la société. HPL fait partie des actions éligibles à la reclassification FTSE, donc FTSE, l'indice britannique de référence pour les marchés émergents, et une reclassification déclenche des flux passifs entrants depuis les fonds indiciels qui suivent l'indice. C'est mécanique. Et on a une revue MSCI qui est attendue dans 173 jours. Donc c'est la revue de la composition de l'indice MSCI India par MSCI lui-même. Un autre déclencheur potentiel de flux donc.
Donc si on résume, on a 2 catalyseurs identifiés, des scores fondamentaux solides, des valorisations qui n'ont pas encore atteint leur potentiel, une exposition sectorielle pure sur le thème data center. Alors, ce n'est pas une recommandation d'achat que je vous fais, c'est l'illustration de ce qu'un outil bien fait, bien construit, peut faire remonter quand la thèse macroéconomique rencontre la donnée fondamentale. Et là, je dois faire un point réglementaire important. Valorama n'est pas un service de conseil en investissement personnalisé, c'est un outil d'aide à la décision. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et le travail de décision reste le vôtre. Côté accessibilité, l'outil vous restitue les voies d'accès, donc le moyen le plus simple d'investir depuis votre juridiction. La France, la Suisse, la Belgique, le Canada. Vous allez avoir des propositions pour investir dans l'action en direct, soit si c'est pas possible d'investir directement depuis votre juridiction en ADR pour American Depository Receipt, ou en ETF UCITS, ou en ETF pays, ou en ETF secteur, avec les courtiers qui sont compatibles avec votre pays, avec votre fiscalité, avec votre juridiction. Valoramap est encore en phase de lancement. Le statut Founding Member est à 279 francs suisses par an contre 399 pour le Premium Standard à terme. C'est l'avantage Early Adopters. Il fermera quand on aura atteint notre cible que je ne détaille pas. Mais avant de vous engager, vous pouvez même tester sur une semaine pour l'équivalent de 9 francs suisses. Ça vous donne accès aux 6 marchés et à tous les scores, tous les indicateurs pour vérifier que l'outil correspond à votre méthode ou à vos besoins. Le lien est en description, c'est valoramap.com. Et si vous voulez aller plus loin sur la question de ce que vos ETF capturent vraiment de la croissance du monde, eh ben, j'ai fait il y a quelques semaines une vidéo sur le risque de concentration des indices mondiaux. Vous y verrez comment 10 entreprises américaines représentent désormais plus de 30% du MSCI World. La vidéo apparaît à l'écran et je vous la recommande dans la continuité de celle-ci. Et vous, votre stratégie face au méga cycle technologique, vous restez sur des ETF généralistes en assumant les angles morts ou vous complétez avec une exposition thématique ciblée? Dites-le moi en commentaire, je lis tous les commentaires. À très vite.